Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On va parler de l'épisode numéro 2 d'Oshinoko, un très bon épisode. Avant de voir tout ça, vous connaissez la tradition. N'oubliez pas de liker et de vous abonner afin de me soutenir, je compte sur vous. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur mon serveur Discord, le lien est dans la description. Du coup, de quoi parle cet épisode? Il met en avant les différentes visions des choses, à la fois d'Aquamarine, mais aussi de Ruby. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on rebondit par rapport, et c'est logique, à la mort d'Ayoshino à la fin de l'épisode 1, donc leur mère. Cet épisode 2 va mettre en avant à la fois la réaction un petit peu post-dramatique d'Aquamarine, mais aussi de Ruby. On comprend que Ruby, elle veut poursuivre le rêve de sa mère, peu importe les sacrifices qu'elle doit faire, et peu importe ce qu'elle doit endurer, quitte à connaître le même destin que Ayoshino, assassiné par un fan fou furieux. Elle est prête à prendre tous les risques, elle veut, quoi qu'il arrive, devenir comme sa mère en faisant la même carrière. De l'autre côté, on va retrouver Aquamarine qui, lui, va avoir une réaction complètement opposée. Lui, il est complètement assoiffé par la vengeance. Il veut retrouver le véritable coupable de la mort d'Ayoshino, qui est donc leur père, selon l'analyse, encore une fois, d'Aquamarine, comme je l'ai cité un petit peu plus tôt. Et on va voir dans cet épisode vraiment les deux visions un petit peu s'opposer, même si Ruby ne va pas se rendre compte que son frère tente de lui mettre des bâtons dans les roues. On voit dans cet épisode notamment que Ruby a plusieurs opportunités de rentrer dans ce milieu afin de poursuivre le rêve de sa mère. Sauf que de l'autre côté, Aquamarine, il manigance tout dans l'ombre pour empêcher sa sœur d'atteindre ses objectifs. Il ne veut pas qu'elle connaisse le même destin qu'Ayoshino. Indirectement, on peut comprendre la réaction d'Aquamarine. Il ne veut pas que sa sœur finisse par mourir de la même façon qu'Ayoshino. Donc il est en train de briser ses rêves et de la faire souffrir indirectement. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans cet épisode, c'est qu'on comprend la vision des choses de chaque personnage, même si d'un côté il y a des défauts, mais aussi des qualités. On comprend la réaction d'Aquamarine. Honnêtement, oui, on a l'impression que c'est un fer ingrat qui n'a aucun cœur par rapport à sa sœur Ruby. Mais il faut comprendre que les deux personnages, ils sont en train tout simplement de vivre un traumatisme et de vivre des réactions dues à la mort d'Ayoshino. Aquamarine, il est plongé dans la vengeance, alors que de son côté, Ruby, elle, est plongée non pas dans la vengeance, mais dans la certitude qu'elle doit poursuivre les rêves de sa mère qui a été sauvagement assassinée 10 ans auparavant. Et là, il y a quelque chose que j'ai bien aimé avec Ruby, c'est qu'on a développé à la fois son personnage en tant qu'étudiante voulant réaliser ses rêves, mais aussi on nous a développé sa vie antérieure quand elle était encore Sarina avant sa réincarnation. On comprend d'où vient un petit peu plus sa détermination qui s'est renforcée au fur et à mesure de cet épisode. On comprend qu'auparavant, elle ne pouvait ni bouger, ni danser par rapport à sa maladie. Ça nous avait été expliqué également dans l'épisode 1. Mais dans l'épisode 2, on va insister sur le côté ancienne vie de Sarina avec la nouvelle vie de celle-ci, mais cette fois-ci réincarnée en Ruby. Et vraiment, ça a rajouté du développement pour ce personnage-là, pour donner un contraste justement à la vision de ce que peut percevoir le personnage d'Aquamarine de son côté et par rapport à ce qu'il est capable de faire endurer à sa sœur. De plus, là où la relation fraternelle entre Aquamarine et Ruby est très intéressante, c'est sur la suite de l'œuvre, parce que forcément, à un moment donné, Aquamarine va apprendre la vérité sur Ruby. Il va comprendre que c'est la réincarnation de Serena, son ancienne patiente, de son ancienne incarnation, quand il était encore le médecin nommé Goro Amamiya. Donc à ce moment-là, ça peut changer beaucoup de choses par rapport à sa vision des choses vis-à-vis de sa sœur, quand il va comprendre que c'est son ancienne patiente avec qui il avait noué une amitié assez profonde, et c'est notamment aussi grâce à elle qu'il est devenu fan d'Ayoshino, d'où indirectement sa réaction de vengeance désormais. On se rend compte vraiment que cette histoire, et c'est comme ça qu'elle est présentée, j'ai hâte de découvrir la suite, on est clairement sur quelque chose de psychologique, on nous fait tourner en rond, on nous relie pas mal d'émotions, et on nous présente aussi d'autres thématiques que j'avais déjà abordées dans l'épisode 1, mais là dans l'épisode 2, on va nous présenter des thématiques un petit peu plus profondes, notamment le milieu du show business, avec le personnage de Ruby qui tente d'y entrer, et les risques qui peuvent en découler. Par exemple, à un moment donné, il y a une organisation qui va s'approcher de Ruby, qui ne semble pas être une organisation très clean. Ruby semble aller directement dans la gueule du loup, mais heureusement, on a quand même leur mère adoptive, Miyako Saito, et le personnage d'Aquamarine, qui vont tout faire pour l'en empêcher, et grâce à ça, elle va finir par rejoindre Ichigo Productions, désormais tenue par Miyako Saito. Alors justement, en parlant de la nouvelle directrice d'Ichigo Productions, Ichigo, qui était l'ancien directeur, qui a fondé
Du coup, sa société est portée disparue depuis la mort d'Ayoshino et c'est désormais sa femme qui est à la tête de cette société. Moi, j'ai deux hypothèses. Peut-être pour ceux qui suivent le manga, vous savez, mais ne dites rien pour ne pas me spoiler, je ne suis que l'animé. Les deux hypothèses sont soit sa femme l'a tué pour justement accéder à ses ambitions qu'elle avait mentionnées dans l'épisode 1, donc en réalité, ce côté obsessionnel pour atteindre ce fameux pouvoir a fini par la déborder en voulant peut-être tuer son mari. C'est possible. La deuxième hypothèse, ça pourrait être que Ichigo Saito a tout simplement des choses à se reprocher concernant la mort d'Ayoshino. Alors peut-être qu'à ce moment-là, on va en apprendre beaucoup plus sur lui et sur ce qu'il a pu potentiellement faire qui aurait pu mener justement à la mort d'Ayoshino. Et là, pour le coup, on aura une intrigue avec Aquamarine concernant Ichigo Saito, pourquoi pas. Revenons maintenant sur le développement des deux personnages. Ce qui est très intéressant, c'est que le personnage de Ruby est prête à tout pour accéder à ses rêves, elle est prête à tout en prenant les risques. Et de l'autre côté, on a Aquamarine qui lui ne veut pas réaliser ses rêves, il est prêt à les sacrifier parce qu'il est tout simplement obnubilé par sa vengeance, tuer l'assassin de sa propre mère. Quitte à faire souffrir sa sœur, quitte à faire souffrir tous ceux qu'il y a autour de lui. En fin d'épisode, on a des scènes plutôt sympas, notamment une remplie de profondeur en termes de développement, parsemée de moments comiques. Je parle bien entendu du dialogue entre Teishi Gotenda ainsi qu'Aquamarine. À ce moment-là, ils sont interrompus plusieurs fois par la mère de Teishi. On comprend que Teishi, il ne cesse de croire en ses rêves, quitte à vivre un petit peu chez sa mère alors qu'il a 40 ans. On est sur un véritable Tanguy d'une maison, c'est-à-dire que le mec ne fait rien de ses journées à part de continuer de persévérer dans ses rêves. De l'autre côté, on a l'exact opposé de la situation d'Aquamarine. Lui, il ne veut plus réaliser ses rêves, il veut sacrifier ses objectifs, il veut certes quand même intégrer ce milieu du showbiz sans en faire valoir ses qualités. Ce qu'il veut, c'est rester dans les coulisses pour tout simplement se rapprocher du meurtrier de sa mère. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Et en toute fin d'épisode, on a cette scène où il intègre le lycée avec sa sœur, où d'ailleurs ils vont retrouver le personnage de Kana qu'on avait vu dans l'épisode 1. On va voir que sa sœur Ruby va intégrer la filière artistique, alors qu'Aquamarine, lui, va intégrer la filière générale. Il est déterminé par rapport à sa vengeance, alors que Ruby, de l'autre côté, veut poursuivre ses rêves, peu importe les risques qu'il faut prendre. Du coup, pour faire une conclusion à la review de cet épisode de Doshinoko, pour moi, on est sur un épisode plus que complet. On a du développement de personnages, on comprend les ambitions d'Aquamarine, mais aussi les ambitions de Ruby, des ambitions liées à la mort de leur mère Ayoshino. Ils ont pris des voies différentes. De plus, leurs ambitions, certes, elles sont liées à la mort d'Ayoshino, surtout par rapport à Aquamarine, sur ce qu'on a vu dans cet épisode numéro 2, mais pour le personnage de Ruby, il n'y a pas que ça, c'est lié aussi par rapport à sa vie passée lorsqu'elle n'était encore que Sarina. Elle n'a pas pu vivre sa vie pleinement puisqu'elle est morte assez jeune. Elle veut profiter de cette nouvelle opportunité en étant Ruby, en profitant de ses rêves, de ses objectifs liés à sa mère Ayoshino. Donc il y a vraiment quelque chose de psychologique par rapport à ça, et pour revenir sur le personnage d'Aquamarine, je pense qu'on aura aussi du développement par rapport à sa vie passée en tant que Goro Amamiya. C'était d'ailleurs déjà un peu le cas dans l'épisode 1, on voyait un peu plus la personnalité d'Aqua par rapport à sa vie passée. Là, dans cet épisode 2, on s'est concentré un petit peu plus sur le personnage de Ruby, mais je pense réellement qu'on aura encore d'autres choses en termes de développement pour Aqua, mais aussi le personnage de Ruby. Ce qui est génial dans tout ça, et je pense que cette œuvre va me régaler et risque de vous régaler si vous regardez cette œuvre, je vous conseille, c'est qu'au-delà du développement de personnages qui nous est proposé, c'est que tout cela va être englobé de petites intrigues, voire même de grandes intrigues. Par exemple, dans cet épisode 2, on se pose cette question: où est passé Ichigo Saito depuis la mort d'Ayoshino? On a aussi le personnage de Kana qui fait son retour, qui semble être très gentil à l'égard d'Aquamarine, sauf que dans l'épisode 1, on a bien vu qu'elle avait pour ambition de détruire la carrière d'Aqua, donc peut-être qu'elle est en train de planifier une vengeance à son égard, parce que tout simplement Aqua a été meilleure qu'elle lors d'un tournage précédemment, notamment dans l'épisode 1. Mais on a aussi d'autres questions qu'il faut se poser. Le personnage de Teishi Gotenda est-il vraiment si clean que ça à l'égard d'Aquamarine? Pour moi, je pense qu'on a pas mal de secrets autour de ce personnage. Ce n'est pas qu'un simple rêveur, il y a autre chose derrière. Bien sûr, comme j'en ai parlé un petit peu plus tôt dans cette review, au-delà du développement de personnages, des différentes intrigues qui commencent à être lancées, on a le droit à des thématiques qui nous sont abordées, avec notamment les risques du milieu du show business par rapport au personnage de Ruby qui veut intégrer, quoi qu'il arrive, un girls band
comme Eyoshino à l'époque avec B comme Hachi. Honnêtement, on est vraiment sur un épisode qualitatif, complet, on ne s'ennuie pas, on ne voit pas les 20 minutes passer. Honnêtement, c'était un vrai plaisir de regarder cet épisode. J'ai hâte de suivre la suite des aventures d'Aquamarine et de Ruby, car il y a plein de choses qui vont nous être dévoilées en termes d'intrigue, et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.